كتسوالي من النوفاو كيدير علينا حساب الساكن قاعد دان كيكحمونا امكاننا نديرو دي لا سال دو فاسون تري ديسكريت دونك معلي سيرفر الحال جو برون بار ا سيرتان اكتيفيتي تري ديسكريتمون ما الساكن هادو غالا تبع لا خطبه ولا ما كنقربتم غارين سي كلير كو مالي تسمع تيسيون داك رشيد ما خلي دازرو ما كيسفسي. Et avec Rachid, comme vous le voyez, tous les chemins mènent à Rome et à la Kabylie. Le véhicule, c'est Tamazet. Donc, c'est avec un grand plaisir que je le remercie. C'est avec un grand plaisir surtout que je suis ici parmi vous pour le besoin pour partager avec vous le contenu de cette conférence sur la violence intrafamiliale. Comme vous le savez, cette fois-ci, c'est un sujet de santé publique. Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet de santé publique. Donc, au passage aussi, je tiens à témoigner ici toute ma reconnaissance à la Fondation Tirgois pour toutes les activités qu'il déploie dans le but de contribuer à la vitalité de la communauté qui, d'après les échos qu'on reçoit, qu'on nous reflète, c'est une belle communauté, et une communauté tolérante, ouverte à la diversité. Donc je tenais absolument à le souligner. Le bébé ici, c'est moi. C'est tout simplement vous dire combien que je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et je suis très privilégié dans la mesure où je me retrouve sur le même toit avec des anciens camarades du primaire, Wali Fodil, lycée, Nessah, des collègues du CHU de Tizi Ouzou et des collègues ici à Montréal aussi, et des amitiés que j'ai tissées ici à travers les années. Donc, bien entendu, c'est un privilège pour moi que de partager cette conférence avec vous. Maintenant, l'idée de cette conférence remonte au mois de juin 2015. Donc, à l'année passée, j'avais assisté à une conférence sur la programmation neurolinguistique, la PNL et l'analyse transactionnelle. Cette conférence a été donnée par M. Hassan Hiraj, qui a été invité d'ailleurs par la Fondation Tirgois, et j'ai été agréablement enchanté par la façon dont il a transféré les connaissances reliées à ces deux concepts, de la pensée occidentale à la pensée kabyle, à la culture kabyle, et d'ailleurs, il avait même démontré qu'il y avait des indices comme quoi ces notions-là existaient bel et bien dans cette culture. Et il a été avec des exemples très, très bien faits sur la notion de communication au sein des assemblées du village. Et vous savez très bien que pour prendre la parole dans une assemblée de village, il faut être un orateur aguerri. Donc, après ça, les réactions du public, elles étaient très sincèrement positives. D'ailleurs, elles se retrouvent sur YouTube. Et j'avais senti qu'il y avait une demande à vouloir faire des formations sur des notions comme la connaissance de soi, des notions comme l'intelligence émotionnelle, des notions comme les relations entre les couples, des notions comme les relations parents-ados. Donc c'est là que j'avais offert à la Fondation Tirgois de préparer une question sur la violence conjugale, qui est devenue plus tard la violence intrafamiliale. La violence conjugale, c'est un aspect de la violence intrafamiliale. En plus de cette occasion qui m'a permis donc d'allumer sur ce sujet, c'est la détresse psychologique des femmes et des enfants, et même de certains hommes que je côtoie de façon assez régulière, comme médecin et comme personne
qui m'a conforté dans l'idée de préparer encore mieux cette conférence en ayant à l'esprit deux objectifs. Le premier objectif consiste à vous sensibiliser sur cette problématique de santé publique et surtout sur ses conséquences, aussi bien sur les enfants que sur les femmes victimes. Deuxième objectif, quant à lui, consiste à vous informer sur une solution possible qu'on appelle la communication non violente. Communication non violente de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg est un psychologue américain d'origine juive qui a consacré le plus clair de sa carrière à sillonner le monde afin d'enseigner cette démarche de la communication non violente. Cette démarche de communication non violente est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est enseignée dans au moins 60 pays dans le monde. Elle lui a permis d'agir à deux niveaux. Le premier niveau, ce sont les résolutions de problèmes et de conflits au sein des familles, par exemple, ou au sein des relations interpersonnelles. Elle lui a permis aussi d'agir à un niveau beaucoup plus large, c'est-à-dire des conflits politiques et sociaux. Et c'est quelqu'un qui a visité pendant plusieurs mois des pays comme le Rwanda, des pays comme la Palestine. Donc c'est à ce niveau-là qu'il avait agi. Maintenant, pourquoi en faire un lien avec la violence intrafamiliale? Tout simplement. Tout simplement parce que 80% des conflits du couple sont liés à des problèmes de communication. Ça, c'est la notion la plus importante de la conférence. 80% des conflits du couple sont liés à des problèmes de communication. 20% des femmes vivant en couple sont victimes de violences conjugales. 20% des crimes contre la personne ont un lien direct avec la violence intrafamiliale, avec la famille. C'est beaucoup. En 2014, 6700 femmes au Québec avaient sollicité des refuges d'urgence. Et ce n'est pas rien. Elles étaient accompagnées de 5000 enfants âgés de 6 à 10 ans. Ça fait un total d'à peu près 14 000 personnes. Ça fait de quoi compléter ou remplir le centre Bell de femmes et d'enfants en détresse psychologique. Au Canada, il se dépense 4 milliards de dollars pour contrer les effets de la violence conjugale. Il coûte à la société canadienne et québécoise 13 000 dollars annuellement pour prendre en charge une femme victime de violences conjugales. Avant de clôturer l'introduction, je vous laisse voir la vidéo suivante. Je sais pas si... J'ai jamais parlé de ça. Et moi, j'ai subi de la violence conjugale, physique, très très jeune. J'étais mariée à 16 ans. Et à 16 ans, j'étais une très belle fille. Puis je voulais faire toutes sortes d'affaires, le fun. Puis je voulais travailler. Puis j'avais un mari qui, lui, avait 26 ans. Et dans ce temps-là, on partait de chez nous où on était des putains. C'était l'époque, là, c'était les filles se mariaient ou c'était des mauvaises filles. Alors donc, je me suis mariée et c'était quelqu'un de très jaloux. Très, très, très jaloux.
Et je pense qu'à un moment donné, au bout de 2-3 ans, je me suis rebellée. Je suis pas arrivée. Un soir, il venait me reconduire au travail, il venait me chercher. Je devais y aller plus à 6 heures du matin parce qu'il ne pouvait pas me reconduire avant. Je ne devais pas prendre l'autobus tout seul. C'était quelque chose. Et j'étais là, vraiment là, pure obéissante. J'étais une petite fille. J'avais 16 ans. Là, je veux dire, j'avais rien de ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne se passerait pas de même. Alors, donc, une fois, je me suis rebellée, puis j'ai dit... je suis revenue de travailler 2 heures plus tard, et puis je n'ai mangé une bonne volée. Une bonne volée. Je suis tombée de l'escalier, je me suis ramassée à l'hôpital. C'est la seule fois dans un mariage où je suis tombée enceinte, j'ai perdu le bébé. Alors là, j'ai dit, ah, c'est ça, hein? Et quelque part, là, j'avais l'impression que je l'avais mérité. Parce que j'étais arrivée en retard et que j'avais dépensé ma paye. Tu sais, c'était quelque chose de complètement absurde. Et ça m'a, là... J'étais rendue, là, sincèrement, que... J'ai déjà couché avec un couteau en dessous de mon oreiller. Puis je me disais... Joanie, c'est à ton tour, ma cocotte. Veux-tu nous expliquer le dessin que tu as fait de ta famille? Oui. C'est quoi? J'ai dessiné une vache. Une vache? Une grosse vache. Pourquoi une vache, Joanie? À cause que mon papa, il appelle toujours ma maman comme ça. Résumé, ça résume quasiment toute la conférence. Ça sort par le crayon d'un enfant et très souvent on leur demande de garder le secret. Je vais en arriver plus tard. Sinon, résumé. Donc, la violence intrafamiliale, comme vous venez de le constater, est une problématique de santé publique. Elle concerne toutes les communautés. La violence intrafamiliale est universelle. Le 20-80, pour les économistes ici, ils appellent ça la loi de Pareto. 80% des conflits du couple sont liés à des problèmes de communication. 20% des femmes vivant en couple sont victimes de violences conjugales. Voilà donc pour la première partie, ça c'est l'introduction. Là, on va aborder 2 blocs. Le premier bloc, c'est sur la violence intrafamiliale proprement dite. La violence intrafamiliale, j'entends par violence intrafamiliale la violence conjugale, qui comprend, elle, la violence faite aux femmes et la violence faite aux hommes. Parce que la violence, dans certains cas, est symétrique. Violence faite aux enfants, puis la violence faite aux personnes âgées ou aux aînés, mais on abordera seulement la violence conjugale et la violence faite aux enfants. La façon la plus simple un samedi soir d'aborder la question, c'est de l'aborder en se posant 4 questions. Il faut cerner la problématique, ça m'a été demandé par une femme de le faire. Donc, il faut se poser la question de savoir c'est quoi exactement la violence conjugale. Et aussi de savoir qu'est-ce que n'est pas la violence conjugale, la définir par la négative. Ça, c'est le premier point. La deuxième question à se poser, c'est de se poser la question de savoir quelles sont les causes de la violence conjugale. Troisièmement, quelles sont les conséquences de la violence conjugale, aussi bien sur les enfants que sur les femmes victimes. Le cœur de la conférence, encore une fois, est dans les conséquences. Si vous sortez d'ici en sachant c'est quoi les conséquences, quelles sont les conséquences et l'impact sur les membres de la famille de la violence interfamiliale, je pense que mon objectif aura été atteint. Après ça,
la quatrième question, c'est de savoir quelles sont les interventions qui sont mises en place pour contrer la violence conjugale. Alors, pour la définition de la violence conjugale, il y a beaucoup de définitions, mais au Québec, la définition que j'ai été chercher, c'est celle qu'on retrouve dans un document du gouvernement du Québec, qui est très bien faite. Donc, ça s'appelle, c'est un document, un plan quinquennal, politique d'intervention en matière de violence conjugale, prévenir, dépister, contrer la violence conjugale. Bon, dans ce document, je vous disais que très bien fait, ça définit la violence conjugale, ça dit que la violence conjugale comprend toutes les agressions faites à l'endroit d'un conjoint ou d'une conjointe, et ça comprend les agressions verbales, les agressions psychologiques, les agressions physiques, les agressions socio-économiques et les agressions sexuelles. Pourquoi? C'est dans le but de dominer la personne qu'on a en face, et elle est faite volontairement et intentionnellement. Pour donner un sens plus pratique à la définition, je vais la mimer pour vous. Si je suis quelqu'un de violent, donc à l'endroit de ma conjointe ou de ma femme, je vais la violenter de façon volontaire et intentionnelle, dans le but de la dominer et de la contrôler. Je prendrai les 5 moyens cités ici en définition. Violence verbale, c'est quoi la violence verbale? Ce sont les jurons, ce sont les insultes à répétition, c'est le chantage. Violence psychologique, c'est la culpabilisation de l'autre, mais le maître mot de la violence psychologique, c'est la dévalorisation de l'autre. Dévaloriser l'autre. Et assez souvent, on fait appel à des métaphores zoologiques, comme celle qu'on vient comme la vache. Ça, c'est très très courant. Donc, ça, c'est pour dévaloriser l'autre. La violence physique, ça va de la gifle à la rupture de rate, aux hospitalisations en soins intensifs, en passant par les fractures de toutes sortes et des lacérations de toutes sortes. Et au Québec, ça peut arriver même aux homicides. Et au Québec, dans ce contexte, on dénombre 15 cas d'homicide annuellement dans le contexte de la vie de la famille. Et 8 à 9 cas sur 10, ce sont des femmes. Donc, ça c'est pour la violence physique. Pour la violence socio-économique, c'est le fait, on l'observe, de priver sa conjointe ou son conjoint. La plupart du temps, ce sont les conjointes qui en sont victimes, de sa carte de crédit, de son revenu. Socialement, on les prive, on les isole de la belle famille, des amis, des relations, des collègues de travail. Donc, en plus des agressions sexuelles, donc c'est soumettre sa conjointe ou son conjoint à des pratiques non consentantes. Je vous en passe, je passe sur cet aspect. Donc, souvent, c'est 2 ou 3 moyens conjugués qui permettent à la personne de dominer l'autre. Et ça prend 2 à 3 semaines pour démolir une personne. 2 à 3 semaines à l'insulter à répétition, à la dévaloriser à répétition, et c'est terminé. Là maintenant, on ne peut pas aller devant un juge, je prends un exemple très terre à terre, on ne peut pas aller devant un juge et dire, comme on pourrait le dire en arabe, Jabha al-Shaitan, ou en kabyle, Bouti al-Shaitan. Monsieur le juge va vous dire ce que le diable a ramené à travers vous, vous en êtes responsable. C'est comme ça que ça se passe ici, mon cher monsieur. Mais le juge est sage, est assez allumé pour faire la différence entre la violence conjugale et
un conflit au sein du couple. Ça existe. Le juge est capable de faire la différence entre la violence conjugale et un malentendu et une agressivité situationnelle. D'où, par contre, il est capable aussi de faire la différence entre la violence conjugale et la colère, mais quand ça devient répété, quand ça devient cyclique, c'est clair, ça peut se balancer dans et remplir les critères de la définition de la violence conjugale. Cette citation, je l'ai empruntée à Robert Hux, qui m'avait conseillé sur certaines références. Donc, il m'avait dit de lire, il m'avait suggéré de lire quelques références. Donc, il n'est pas de foyer sans accès de colère, vous savez de quoi je parle pour les couples. Ça, c'est un peu de décrire la physiologie de la violence conjugale. Comment ça se passe? Eh bien, il y a un auteur qui l'a décrit, ça répond quand même, ça décrit bien la situation. Eh bien, c'est un cycle, comme une roue. Et une roue, ça tourne. La première phase, c'est la phase de tension. Il y a 4 phases. Phase de tension, n'importe quel prétexte. Ça peut être un retard, ça peut être une dépense, n'importe quel repère peut donner lieu à une tension, et ça va donner lieu à la deuxième phase. La phase, c'est la crise, on appelle ça la crise, et c'est à ce moment-là qu'on observe de la violence, verbale, psychologique ou autre. Après ça, c'est la phase de justification de la justification. Donc, on commence à s'excuser, à se justifier, à rationaliser, si vous voulez, l'incident, etc. Ensuite, on se réconcilie, on appelle ça la lune de miel. Bien, mais la roue, ça tourne, mais ça peut être une spirale aussi, ça peut tourner en spirale, et on peut observer ce qu'on appelle une escalade de violence, et ça peut aller jusqu'à des homicides, et parfois jusqu'à des suicides. Et ça existe. Maintenant, on va essayer de répondre très sommairement à la question des causes. C'est la question la plus complexe. J'ai pu quand même trouver un schéma. Ce schéma, on le retrouve dans un rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la violence. Là, ça dit qu'il y a 4 facteurs de risque à la violence intrafamiliale ou à la violence conjugale. Il y a les facteurs individuels, facteurs relationnels, facteurs communautaires et facteurs sociétaux et culturels à l'échelle du pays. Donc, pour prendre des exemples pour que ce soit plus clair, des exemples de facteurs de risque individuels, si j'ai un trouble de personnalité, c'est un problème de personnalité, par exemple, narcissique, où je considère tous mes dus, je fais comme je veux, c'est chez moi, je ne tiens pas compte des besoins de l'autre. Si je suis aux prises avec de l'alcool, de l'alcoolisme, si je suis aux prises avec la consommation de drogue, ça fait de moi quelqu'un qui a des facteurs de risque pour poser des gestes violents. Au niveau relationnel, ça concerne les 2 personnes ou le couple. Ça peut être une grossesse, c'est un facteur de risque. Ça peut être un stress financier, ça peut être un stress économique, perte d'emploi par exemple. Sinon, au niveau communautaire, ce sont des communautés où on tolère, on minimise la violence. Ça existe. Ce sont des communautés où on tolère la violence. Au niveau sociétal, au niveau de la société, plus large, on retrouve des facteurs structurels. Il y a des pays qui adhèrent, qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, ils paraphent tous les textes possibles et imaginables, mais quand il s'agit dans leur pays propre de les appliquer, ils ne les appliquent pas. Donc c'est la conjonction de ces facteurs qui expliquerait, si vous voulez, la violence intrafamiliale
la violence également au sein des communautés. Là, on arrive aux conséquences. La radio que vous voyez ici, vous voyez que c'est une main probablement d'une femme. La bague est un distracteur. Je dois vous aider un peu pour avoir ici une fracture. Mais vous verrez la prochaine, vous n'aurez pas besoin de mon aide. Bien, conséquences sur les femmes. Il y a des conséquences psychologiques, physiques, sociales et économiques. Comment décrire le vécu d'une femme battue? Eh bien, une femme battue va arriver dans le bureau d'une infirmière, d'une travailleuse sociale, d'un médecin, humiliée. Elle va arriver possiblement déprimée. Ces femmes-là arrivent avec aucun goût, elles perdent le goût de vivre. On appelle ça, nous on appelle ça, en un terme technique, anédonie. Ce sont des femmes qui ont des idées noires. Ce n'est pas toutes les femmes, mais ça peut arriver. Ce sont des femmes qui ont des idées noires, des idées suicidaires, et parfois avec des mutilations. Parfois, ça peut aller jusqu'au suicide. Ce sont des femmes qui, par moments, pensent à rendre la violence par la violence, comme on a vu avec France Castel. Si c'est tombé dans votre oreille, parce que c'est un peu long, elle dormait avec un couteau sous l'oreiller. Ça, ce sont des idées homicidaires. Elle pouvait passer à l'acte. C'est dans ce contexte-là qu'on retrouve au Québec 15 homicides par an au Québec. Mais la plupart de ces homicides sont des femmes. Ce sont des femmes. Donc, c'est à peu près ça. Il y a des cauchemars aussi, de l'anxiété. Et les avocats, pour aider ces femmes, utilisent une notion qu'ils appellent le syndrome de la femme battue, et ça marche. Et ça marche pour plaider la souffrance de ces femmes auprès de la cour. Pour les professionnels de la santé, les catégories diagnostiques qu'on utilise, les mots qu'on utilise, c'est le syndrome de post-traumatique, c'est le plus fréquent, la dépression, l'anxiété. Donc, ce sont des souffrances occasionnées par de la violence conjugale. Et là, pour ne pas trop m'attarder, comme j'en ai parlé tout à l'heure, à des situations de violence physique, fractures, hospitalisation en soins intensifs, des hémorragies. Et tout à l'heure, France Castel avait dit qu'elle avait perdu une grossesse. Elle n'a pas été battue physiquement, mais c'est lié au stress. Perdu une grossesse, et ça arrive, on le voit. Donc les conséquences sont quand même très très graves. Au niveau social, c'est sûr que c'est l'isolement, sont des femmes qui vivent dans le rejet, dans l'isolement le plus total pour certaines d'entre elles. Économiquement, elles sont certainement aussi très démunies, étant donné que les revenus, si la personne ou la femme en question travaille, donc les revenus, elles n'ont pas le pouvoir de gérer leurs revenus. Donc, voici à peu près les conséquences sur les femmes. Maintenant, conséquences sur les enfants. Vous voyez ici un enfant de moins d'1 an. Ça, c'est la cuisse d'un bébé de moins d'1 an. Fracture. Ça existe. Regardez, prenez 5 minutes et regardez, cliquez sur le site de Sainte-Justine, vous allez voir des atrocités. Pour les enfants, logiquement, si une femme bien constituée psychologiquement et physiquement, avant de contracter relation avec monsieur, ou à l'inverse, quand il s'agit d'un monsieur avec une dame, s'en sort avec
dans ce milieu toxique s'en sort avec une dépression, avec du stress post-traumatique, avec des hémorragies digestives, avec de l'hypertension liée au stress. Comment voulez-vous élever sainement un enfant dans ce milieu toxique? Quasiment impossible. Alors, les enfants dans tout ça, les enfants qui assistent à la violence conjugale, on les considère comme étant des victimes de la violence intrafamiliale. C'est pas seulement parce qu'ils sont violentés physiquement, directement, psychologiquement, directement, mais c'est juste par le fait qu'ils assistent à la violence conjugale. Un enfant, c'est un adulte avec un cerveau, ça se pose des questions. On va dire, qu'est-ce qui arrive dans ma famille? Un enfant va se comparer à ses amis, va dire, mais est-ce que ça se passe de la même façon chez les amis? Et le vécu de l'enfant, c'est à peu près la même chose que l'adulte. Donc on va retrouver des notions d'hypervigilance, des notions de stress et d'anxiété, et parfois même des dépressions aussi. Donc, ces enfants, sommairement avec ce vécu que je viens de décrire, vont essayer, dans la dynamique familiale, de s'attribuer des rôles. Ils ne restent pas inactifs à regarder la violence, à la vivre. Pour en citer 2 ou 3 exemples, qu'est-ce que peut faire un enfant dans tout ça? Eh bien, il va, par exemple, s'adonner, jouer le rôle de sauveur. On a vu particulièrement les ados vont aller sur les milieux de travail, vont aller contacter les amis de papa et de maman, vont faire le tour des oncles et des tantes pour essayer de dégoupiller la violence qu'ils vivent à l'intérieur de la maison. Malheureusement, ces tentatives, la plupart du temps, sont vaines. Et ça joue après comme un facteur de stress auprès de ces enfants. Par moment, dans certains cas, ces enfants vont devenir des enfants moralisateurs. Ils vont faire la morale à leurs parents. Et là, on appelle ça le renversement de rôle au sein de l'enfant va prendre le rôle de papa ou de maman, et on appelle ça, les psychologues appellent ça la parentification des enfants. C'est pas leur rôle. Je n'irai pas plus loin. Moi, je vais rajouter un pacificateur aussi, un rôle de pacificateur. Et parfois, ces enfants vont même inventer des histoires, mal à la tête, mal au ventre, pour pacifier, pour attirer l'attention sur eux-mêmes et pacifier le climat au sein de la famille. Et bonjour les comportements de manipulation. D'accord? Donc, c'est tout ça qui fait que les conséquences sur les enfants, aussi bien aussi sur les femmes, sont très graves. Je crois que c'est ça que je voulais vous transmettre comme message. Une fois qu'on a compris ça, on peut, à tout le moins, au minimum, se dire que je ne ferai plus ça. Je vais faire attention aux métaphores zoologiques, je vais faire attention aux coups, je vais faire à la violence physique, je vais faire attention à la violence socio-économique, etc., etc. Il y a une autre, ça me revient, puisque je fais ça de tête, un autre aspect, c'est le secret. Ces familles intiment l'ordre à ses enfants de garder le secret de ce qui se passe à la maison. Et ça, c'est pas un secret d'enfant. C'est un secret d'adulte très dur, très difficile à porter psychologiquement par un enfant. Bon. Après ça, on arrive maintenant, après la définition, après les causes et les conséquences, on arrive aux interventions. Alors la façon je le fais avec vous, c'est qu'il y a des interventions à l'échelle internationale
des interventions à l'échelle nationale, puis des interventions à l'échelle communautaire et des interventions à l'échelle individuelle. Bon, au niveau international, c'est l'Organisation des Nations Unies qui a établi les années 2000, c'est récent quand même, un plan d'action et d'analyse très bien documenté qui se retrouve, qu'on peut retrouver en PDF. Et c'est lui qui sert de support ou de ligne directrice pour les pays membres. Au niveau de l'application, vous savez très bien que ces textes ne sont pas aussi bien appliqués au Canada que dans la plupart des pays sous-développés, par exemple. Sinon, l'encadrement est là. Il s'en est suivi un rapport très intéressant qu'on retrouve aussi en PDF de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un rapport mondial sur la violence et la santé. Et là, c'était clair. C'est très, très clair. Les experts ont fait un lien bien établi sur la violence, le lien entre la violence intrafamiliale et les conséquences psychologiques et physiques chez les membres des familles atteintes. Le rapport ici, de mémoire, l'avant-propos a été fait par Mandela. Mais il disait à peu près dans mes mots ceci, que nos enfants nous doivent un environnement, des pays ou des communautés et des familles sans violence. C'est l'investissement majeur que l'on devrait faire pour le prochain siècle, c'est-à-dire en État. Voilà. Ça, c'est Mandela. Lui, on revient au Québec national, on revient à la province du Québec, on a un rapport, un plan d'action quinquennal 2012-2017 encore valide, un très bon rapport, un 9 principes dans ce rapport. Le 4e principe, ça dit ceci. La violence conjugale est criminelle. Ça attire l'attention sur la violence au sein des communautés autochtones. On observe 3 fois plus de violence dans le sein des communautés autochtones. Ça attire l'attention aussi, ce rapport attire l'attention sur la violence à l'endroit des femmes immigrantes. Il y a plus de violence au sein des familles immigrantes par rapport à la population d'origine établie. Bien que les statistiques disent le contraire, mais on soupçonne une sous-déclaration pour une kyrielle de raisons, notamment culturelles. Ensuite, le reste des interventions individuelles, le 9-1-1, ça c'est la police. Ça arrive, c'est les voisins, ce sont les voisins, je vois que ça sourit certains d'entre vous. 9-1-1, et là, c'est un travail pour les policiers, c'est un travail qu'ils n'aiment pas faire, tout comme nous d'ailleurs, parce que c'est un travail qui ne les valorise pas. Mais il faut bien savoir que les policiers ont le droit de porter des accusations s'ils sont témoins de violence. De silence, ont le droit de porter plainte, même si la femme ou l'homme refuse de le faire. Les urgences médico-sociales, les refuges d'urgence au Québec, on en dénombre maintenant 82. 82, ils sont pleins 24 heures sur 24. Et à l'année longue. Sinon, pour le reste, ce sont des interventions faites par les médecins, par les infirmières, par les travailleuses sociales. Il y a des médiateurs aussi pour la résolution de ces problèmes, des problèmes de couple. Maintenant, si l'intervenant c'est vous, ça peut être vous, peut-être l'ami de madame ou de monsieur, on peut venir vous solliciter pour au moins vous raconter l'histoire de ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez faire. Je pense que c'est mieux de saisir la question
par qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est plus simple. Pas c'est difficile d'aider, au moins d'avoir l'écoute. Ne pas culpabiliser, d'accueillir la situation, de ne pas dévaloriser l'autre aussi. Et de ne pas vous fâcher, de ne pas vous mettre en colère si, à la deuxième, troisième rencontre, la personne vous donne son histoire, vous livre son histoire par bribes. Souvent, c'est une histoire qui crée des... Quand l'histoire n'est pas livrée totalement le premier jour, on se dit, mais pourquoi elle ne m'a pas dit ça la première fois, elle ne me fait pas confiance. Parfois, ça crée des conflits. Donc, c'est pour ça que j'attire votre attention sur ça. Des choses à faire. La bienveillance, l'empathie, l'écoute. La bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, c'est la volonté de faire le bien à l'autre. Et en kabyle, on appelle ça l'ihsan. Et la culture kabyle regorge de citations sur le sujet, la bienveillance. Nous connaissons de mémoire, mes parents, je me rappelle, disaient Ashouy talab wa qrour, parce que nous disons à la qrour, Ashouy talab wa qrour de l'ihsan. D'accord? Et j'en ai retrouvé plusieurs. L'empathie, c'est quoi l'empathie? Ben, l'empathie, c'est cette capacité, c'est une donnée très essentielle en matière d'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre. Et dans la mesure de possible, poser un geste pour l'aider. Et en kabyle, on peut le traduire, ben, dans des discussions corsées notamment, la personne va vous demander qu'il y a un rimanik d'Ichtini. Un rimanik d'Gumkani. L'Ukan d'Ichtini. Alors, donc, ça existe aussi dans la culture. Voilà, donc, et l'écoute. L'écoute, c'est pas juste entendre. L'écoute, c'est pas juste entendre de façon sélective. Il faut que ce soit une écoute compréhensible. Compréhensible. Résumé. La violence conjugale est un moyen pour dominer et contrôler, volontaire et intentionnel. Les 4 mots sont importants. Il y en a 5 formes, j'en ai longuement disserté là-dessus. Les causes sont multiples et plurielles. Les conséquences, c'est ça que je voulais que vous reteniez. Les conséquences sont graves. Parce que l'attitude, la démarche après, elle va découler de ça. Ensuite, ça c'est la première partie, le premier bloc, qui reste un. Ça va être un peu, si vous voulez, un bonus de la conférence. Parce que la communication non violente est une démarche qu'on ne peut pas s'approprier pendant une conférence. Ça prend une formation, une déformation pour posséder la démarche, mais ça vaut la peine d'en dire un mot. Et là, on a fait toutes les interventions, on a posé la problématique, les solutions et tout ça, mais j'ai laissé celle-là de côté. C'est une parmi les interventions individuelles. D'accord? Donc, le défi, c'est d'être capable de réfléchir, de faire un pont entre le langage de la violence et le langage du cœur ou le langage de la non-violence. On a vu tout à l'heure que le langage de la violence au sein de la famille est mu et sous-tendu par la dévalorisation, l'hostilité, le mépris et la terreur. On ne peut pas psychologiquement concevoir de s'épanouir dans un milieu toxique comme celui-là. Alors, d'où l'intérêt de tisser un pan ou des pans pour concevoir une île avec un langage du cœur. Et le langage du cœur, c'est quoi? C'est la bienveillance, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est le souci du bien de l'autre, c'est la coopération, c'est la réciprocité. Là, c'est schématisé par un loup, c'est le langage
de la violence, là, c'est symbolisé par le loup dans la démarche de la communication non violente. Et le langage du cœur est confié à la girafe. Pourquoi la girafe? Tout simplement, toute proportion gardée, la girafe est le mammifère qui a le plus gros cœur parmi les animaux. Alors, on va regarder ensemble le dernier chapitre, la communication non violente. On fera comme tout à l'heure. On va se poser 4 questions. C'est quoi la communication non violente? Quelles sont les bases de la communication non violente? Quelles sont les origines de la communication non violente? Ensuite, on finira par les interventions. Alors, la communication non violente désigne un ensemble de techniques de communication aidant à transformer les conflits potentiels en dialogue paisible. Tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Là, ça dit que c'est une technique, mais c'est bien plus que ça. C'est une démarche quand on possède, on est capable de mettre en application des idées comme la bienveillance, l'empathie, la connaissance de soi, l'estime de soi. Ça, c'est tout un programme pour se développer pour l'épanouissement personnel. C'est bien plus que cela. Toutefois, il faut que je précise que ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une thérapie. Là, j'ai essayé de regarder dans la culture berbère, dans la culture kabyle spécifiquement, quelques références sur la notion de violence, sur ces notions de connaissance de soi, d'estime de soi, d'expression de besoin. Et parmi les références que j'ai pu trouver, là, il y a ici un document d'un journaliste qui s'appelle Shibani, qui a fait une très belle étude comparative. C'est une thèse de doctorat, une thèse comparative sur la notion de violence, sur la façon dont Tarjaout et Ait Muglat ont résolu la question de la violence. Et là, on arrive à des conclusions à la Gandhi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre la violence par la violence. C'est très très fort. Pour les pertes de connaissances concernant la connaissance de soi et l'estime de soi, il n'y a pas mieux qu'une œuvre majeure qui s'y prête d'ailleurs à toute étude, à toute, merci, Tifrati, s'y prête une belle, une grande œuvre majeure d'après moi, elle s'y prête, comme je disais, aux études psychologiques, psychanalytiques et même philosophiques. C'est ici par une figure de style. Il disait à sa mère que je l'ai perdu, excusez-moi. Ça m'émue à chaque fois que Himzrir, c'est ça, c'est le personnage, il disait ça à sa mère. Himzrir a dit c'est merveilleux. C'est ça, la connaissance de sa mère. Il disait, je vais traduire pour vous. Toi, je sais que tu... Il disait ça à sa mère. Toi, je sais que tu me comprendras. Tu me connais mieux que je me connaisse moi-même. Et ça me rappelle un certain Socrate. Et c'est merveilleux comme... Et plus loin aussi, il s'adresse à sa fiancée, à sa bien-aimée. Il disait ceci en kabyle. ما تشيرنك كيمي لاقان نك سكوكات يتسوثن أم كان يودي درويشن تفضي auto-dévalorisation. Donc, c'est une merveille. Réécoutez-la à la lumière de ce que je vous dis, vous allez voir. Là, au niveau de l'expression des besoins, c'est Mohamed. Alors, on commence en français.
Il y en a d'autres. Hein. On a fait venir un talent pour trouver son mal. On ne lui a point trouvé de remède, car ce qu'il veut, ça c'est un besoin, car ce qu'il veut, il ne l'a pas dit. C'est très moderne. C'est pour ça que j'ai mis ici Maslow, la pyramide des besoins, pour faire le lien. Et en kabyle, ça se dit comme ceci. Buenas de talvis hsebas surufin douas et nivram ursi dinar. Ce qu'il veut, il ne l'a pas dit. Alors, c'est comme, pour revenir faire un lien avec la violence intrafamiliale, que c'est tabou. Si on garde ça tabou à l'intérieur de la communauté et qu'on n'en parle pas, ça ne se saura pas, et si Mohamed a raison, ça ne se traitera pas, vous n'aurez pas les solutions. Donc on a tout intérêt à en parler. Et pour en finir avec ce petit lien, Tahar Djaoud, Gandhi, Martin Luther King sont morts de mort violente. C'est les chantres, ce sont des chantres de la non-violence. Bon, continue. Ça va? C'est intéressant? C'est bon? Bon. Alors, on revient aux bases de la communication non-violente. Les deux mots que j'avais employés tout à l'heure sont là. Ici, c'est le plancher. C'est la base. C'est le socle. La communication non-violente, elle a pour socle la bienveillance et l'empathie. Moi, j'ai ajouté écoute empathique. Sinon, habituellement, qu'est-ce qui se passe dans les conflits, quand on prend des décisions impulsives, souvent on fait un peu d'observation, on regarde les faits, a des sentiments habituellement confus, et on agit. On agit de façon impulsive. On grille les autres, on ne continue pas les autres étapes. Par contre, la nouveauté ou le point fort de cette démarche, c'est que Marshall Rosenberg nous conseille d'abord d'avoir, avant de rentrer en relation, avant la connexion, d'avoir comme prérequis la notion de bienveillance et la notion d'empathie et d'écoute empathique. Ça, c'est indiscutable. Ensuite, on va observer les faits, et les faits, quand on les observe, ça suscite, nous sommes des êtres sensibles, ça suscite en nous des émotions, des sentiments, et les sentiments ne sont que le reflet de besoins satisfaits ou non satisfaits. Une fois que ce trio est assuré, à ce moment-là, je fais une demande où j'agis, où je pose un geste pour intervenir. Le mot observer, c'est pas un verbe d'action. Il faut se calmer, observer les faits tels qu'ils sont. Et c'est un mot très important, vous verrez la diapo plus tard. D, c'est un demander ou agir, c'est un verbe d'action. Donc c'est tout ça. Mais c'est une démarche qu'on ne peut pas malheureusement s'approprier pendant une conférence. Ça, c'est pour les bas. Maintenant, d'où ça vient? Alors, Marshall Rosenberg s'est appuyé sur quatre auteurs. Le premier, c'est Gandhi. Le deuxième, c'est un philosophe indien, Krishnamurti. L'autre, c'est Martin Luther King et Martin Buber. Au sujet de la violence, Gandhi avait dit ceci en mes mots: si j'avais à choisir entre la lâcheté et la violence, la lâcheté, si vous voulez un synonyme, c'est la soumission. Si j'avais à choisir entre la violence, entre la lâcheté et la violence, j'aurais choisi la violence. Mais pas question de me soumettre, encore moins de vivre comme un lâche. Par contre, si j'avais à choisir entre la violence et la non-violence, je choisirais la non-violence parce qu'elle est largement supérieure. Et on clôt comme ça. Le Krishnamurti, c'est un philosophe indien
décédé en 86, a écrit un très beau livre sur la connaissance de soi. Et il est là pour juste le mot observer. C'est lui qui dit ici, observer sans évaluer est la plus haute forme de l'intelligence humaine. Martin Luther King, par rapport à la violence, vous savez ce qu'il a fait, hein, que c'est un pasteur protestant à qui on a décerné le prix Nobel en 68, le plus jeune prix Nobel en 68, de la paix, prix Nobel de la paix, a combattu férocement la discrimination des Noirs aux États-Unis avec la non-violence. Alors, il disait ceci au sujet de la non-violence. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Martin Buber, lui, les années 30, c'est un philosophe juif, viennois, juif. Lui, c'est un philosophe de la relation. C'est un philosophe du dialogue. Là, le titre « Je et tu », c'est le titre d'un ouvrage majeur de ce philosophe. Et certains psychologues, y compris dans certaines écoles, se sont appropriés le contenu, une partie du contenu, et notamment un psychologue qu'on appelle Gordon a mis une démarche de résolution de problèmes, de conflits, notamment chez les enfants, et c'est enseigné dans certaines écoles. Alors il appelait ça message je, message tu. Alors ça permet à un enfant, du point de vue pédagogique, de faire la part des choses entre soi, à ce qui lui appartient et ce qui appartient à l'autre. Et ça permet de construire un autre espace qu'on appelle le nous, dans lequel on peut tenter de résoudre des conflits, des problèmes, sans violence. On continue. Ça, j'en avais parlé tout à l'heure, c'est le schéma de la communication non violente. Et là, vous pouvez me dire, mais écoute, c'est lent, c'est compliqué, on veut un exemple. Un exemple concret. Je n'ai pas préparé d'exemple de conflit de couple. Et d'ailleurs, ça me revient parce que pour l'usage de ce matériel, j'ai dû prendre la permission verbale de celui qui a introduit pour la première fois au Québec la communication non violente, c'est Maître Bouchard, qui a été l'élève de Marshall Rosenberg, et il a monté avec sa femme, Marcel Bélanger, une école qu'on appelle Consciencia, pour former des gens, et c'est la seule qui existe au Québec. Je pense qu'en ce moment il y en a 2 autres, mais ce sont ses élèves. Donc pour donner ces formations-là. Donc j'ai pris la permission pour vous en livrer au moins une partie aujourd'hui. Alors ici, on a je prends le cas d'une patiente, c'est un cas réel. Vous allez voir comment on peut traduire ça avec la communication non violente. C'est une patiente qui est rentrée à l'urgence. Et habituellement, vous savez très bien comment ça se passe. À l'urgence, ça prend 5, 6, 7 minutes pour régler des situations d'urgence. Donc j'ai répondu à ces questions. C'est de comprendre c'est quoi la problématique, mais à ma grande surprise, elle s'en est prise à moi, me traitant d'incompétent, de vous rien, je vous en passe le reste. Bon. La démarche, premier scénario, communication habituelle, par exemple. Elle était dans le jugement, dans la dévaluation de l'autre, dans l'insulte, dans l'irrespect. C'était assez grossier comme situation. Je regardais ça, j'avais le choix d'exercer l'autorité médicale,
parce que mon travail, j'estime que mon travail a été fait, de l'inviter à sortir, à quitter le bureau et l'affaire est classée. Au pire des cas, ça va finir par une plainte. Mais son problème ne sera pas résolu. Ce problème ne sera pas, ça va faire une autre clinique, etc. etc. Donc, ce n'était pas l'option que j'avais, pour laquelle j'avais opté. Donc, sinon, ça serait celle-là. Je ne sais pas si ça vous dit. Donc, c'était la même dehors, et puis voilà, moi je suis justifié, j'ai fait mon travail, et puis, etc., etc. Mais si on regarde ça avec la communication non violente, alors qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut se mettre entre parenthèses et traduire ces manques de respect, etc., ça s'en est dans le jugement. Juste regarder les faits. Eh bien, ce qui se passe, si je la regarde en me mettant entre parenthèses, je suis en train d'observer une femme, pour traduire ça en sentiment, elle est en colère. Très en colère. Comme je vous disais tout à l'heure, la colère est l'expression d'un besoin, soit satisfait ou non satisfait. Elle est en colère pourquoi? On fait une hypothèse, parce que son problème n'est pas réglé. D'accord? Donc je vois la situation différemment. Différemment, ça donne quoi? On s'assoit, je reformule, je l'écoute, parce que je parlais de bienveillance, il faut garder les pieds sur terre pour l'aider, il faut se mettre à sa place, et après ça, regardez qu'est-ce qu'il y a de plus encore à regarder, à traiter, finalement. Elle me disait que c'était le 3e médecin auquel elle rendait visite et qui lui livrait la même solution pour le même problème. Bon. La solution était tout à fait correcte, mais en dehors de ça, derrière ça, elle avait reçu un diagnostic d'autisme pour son fils. Il fallait creuser un peu. Elle a été convoquée 3 fois par son patron, parce que 1 mois durant, elle courait après les cliniques, après le... Mais je vous en passe d'autres problèmes. Donc, si on n'utilise pas ce genre de... Si je n'avais pas utilisé ce genre de démarche, on ne l'aurait pas su. Et elle, comme disait Si Mohamed, elle n'était pas pour me le dire. Donc, on ne le saura pas, elle va rester avec son problème. Donc, voyez-vous un peu comment... Et voilà. Et au niveau des actions, des interventions, c'est tout ce qu'il fallait prendre des décisions pour aider à régler ces problèmes. Et à la fin, le discours a complètement changé. Vous savez ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, j'ai reçu toute ma paye parce que moi, je vous parlais tout à l'heure de bienveillance, d'écoute. Merci de m'avoir écouté. Voyez-vous, c'est la personne passe de l'insulte, du manque de l'irrespect, de propos irrespectueux, à c'est elle qui me donnait de l'empathie. D'accord? Voilà, donc les interventions en matière de communication non violente, école, couple, quand il y a des problèmes, il y a des endroits où on peut avoir des solutions. Généralement, c'est des formations, de petites formations de psychoéducation, ce sont les mêmes notions que je vous donne ici, qu'on peut recevoir. Au travail, organisme, ONG, etc. Là, cette histoire de religieuse, j'avais pris la formation moi-même de communication non violente pour les besoins de la conférence en décembre, auprès justement de Constantia qui m'a autorisé à en parler. Eh bien, il faisait la formation dans une congrégation religieuse et la chef était venue assister, avait demandé l'autorisation. Et 2 heures après, elle demandait au formateur s'il était disponible à faire la formation religieuse parce qu'elles avaient des problèmes, elles avaient des conflits à l'intérieur de la congrégation. Voyez-vous? Donc, même dans des milieux très spirituels, où ce n'était pas censé être là, mais là où il y a des humains, il y a toujours des conflits. D'accord? Alors, maintenant, synthèse et conclusion, problématique de santé publique universelle, conséquences graves sur les victimes et sur les
particulièrement les femmes et les enfants. C'est une menace pour la santé mentale et physique. Les causes sont multiples, les solutions internationales, nationales, communautaires et individuelles. Les choses à proscrire, les métaphores zoologiques. La vache, la grande vache, moi je l'ai compris le jour où je voyais des femmes et des hommes pleurer dans mon bureau. C'est là que j'avais compris toute la signification de ces métaphores. Arioul, l'âne, tête de moineau, tout ça, c'est des réalités, ce sont des réalités. Vous me saurez que la culture, c'est assez friand de ces métaphores zoologiques à promouvoir. Madame la girafe, le cœur, le langage du cœur, la bienveillance et l'empathie, et le mot de la fin. Je vous disais tout à l'heure que tous les chemins mènent à Rome et à la Kabylie, et le véhicule est à Mazir. Je n'ai pas mieux trouvé pour conclure le mot de la fin, avec une citation kabyle qui dit ceci: une maison où les enfants rient, c'est l'homme et la femme qui se tiennent par la main. Akhamandam, Salsan Warash, Ergaz Motos, Igdan, Afous de Kfous, et je vous remercie.